Un exercice assez particulier parce qu'on a reçu tout le matériel en fait là où on était, peu importe quelle ville ou quel pays. Alors je viens d'avoir 18 ans, on m'a rendu mon passeport parce qu'on me l'avait retiré à cause de cette affaire. Tu vas devenir acteur parce que ton père il est acteur. Moment choc. Et si, derrière le mythe Alain Delon, se cachait une guerre intime, presque indicible, 2 héritiers, un nom sacré, et des mots qui frappent comme des coups de couteau, danser sur sa tombe avec indignité. Anouchka contre Alain Fabien, le sang contre le sang, l'héritage contre la mémoire. Accusation, justice, silence brisé. Jusqu'où peut aller une fratrie quand l'amour d'un père devient un champ de bataille? Ce que vous allez entendre dérange, trouble et révèle une vérité que peu osèrent regarder en face. La vérité cachée sur la féroce bataille successorale entre Anouchka et Alain Fabien Delon. Mais qui est vraiment Anouchka Delon avant la tempête? Icône discrète, fille le modèle d'un monument du cinéma, elle incarnait alors l'élégance, la culture et la promesse d'une héritière sans scandale. Mais derrière cette image lisse, presque silencieuse, que s'est-il réellement passé pour que tout bascule? Car lorsque la mort d'Alain Delon survient, ce n'est pas seulement un père qui disparaît, c'est un pilier, un repère écrasant, une figure autour de laquelle toute une famille s'est construite et parfois perdue. Très vite, le deuil laisse place à autre chose, de plus sombre, de plus âpre. Une tension sourde, longtemps contenue, remonte à la surface. Et au cœur de cette tempête, Anouchka Delon, celle que l'on croyait protégée, préservée, presque en retrait du tumulte, se retrouve exposée, mise à nu, contrainte de sortir de l'ombre. Ce qui frappe d'abord, ce sont les mots. Des mots durs, tranchants, inhabituels chez une femme que le public français associait jusque-là à la retenue et à la pudeur. Sur Instagram, Anouchka ne se contente pas de répondre, elle attaque. Elle dénonce un récit qu'elle juge délirant, chimérique, calomnieux et paranoïaque, et laisse entendre une dérive, une perte de repère chez son frère Alain Fabien. La violence n'est pas seulement verbale, elle est symbolique. En convoquant le mythe d'Oedipe, elle franchit un seuil, elle évoque l'impensable, tuer le père une bonne fois pour toutes en dansant sur sa tombe avec indignité. Derrière la formule choc, il y a une douleur ancienne, presque archaïque, celle d'une fille qui a le sentiment de voir l'héritage moral de son père sali, déconstruit, exposé sans retenue. Car pour Anouchka, l'enjeu dépasse largement l'argent ou les parts d'une société suisse. Selon Le Figaro, elle détient 51% de cette structure et surtout l'unique droit moral lié à l'œuvre et à l'image d'Alain Delon. Ce détail, en apparence juridique, est en réalité profondément intime. Il touche à la mémoire, à la légende, à ce que restera Alain Delon dans l'histoire du cinéma et dans le cœur du public. Pour elle, préserver ce droit, c'est protéger un mythe qu'un monstre sacré a mis toute une vie à bâtir, mais aussi préserver un père qu'elle a vu vieillir, souffrir, se replier dans une solitude de plus en plus lourde. Face à elle, Alain Fabien Delon refuse de se taire. Plus jeune, plus impulsif peut-être, il estime que ses droits sont bafoués. Il saisit la justice, réclame reconnaissance, équité, transparence. Et soudain, ce qui relevait autrefois du cercle familial devient un feuilleton judiciaire et médiatique. Anouchka s'en indigne, parlant d'un déballage impudique, d'une douleur transformée en spectacle. Là encore, ce mot résonne, impudique, comme si l'intimité, déjà fragilisée par la disparition du père, était une seconde fois violée, offerte aux regards extérieurs. Mais au milieu de ce bras de fer, une question persiste, presque gênante. Pourquoi Anouchka semble-t-elle si seule? Digne fille d'Alain Delon, elle a grandi sous une lumière écrasante, entre admiration et attente silencieuse. Être la fille d'eux n'a jamais été un simple privilège, c'est aussi un fardeau. Derrière la maîtrise apparente, il y a une femme confrontée à ses propres failles, à un sentiment d'isolement, à la peur de trahir et d'être trahie. Son offensive publique ressemble alors moins à un calcul froid qu'à un cri, une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'un récit qui lui échappe. Et puis il y a le troisième frère, Anthony Delon, l'aîné, celui dont la voix se fait plus discrète, presque en retrait, mais dont la présence plane sur cette bataille fratricide. Que pense-t-il réellement de ce conflit? Est-il médiateur silencieux, témoin impuissant ou détenteur d'une autre vérité encore tue?
Dans cette famille, marquée par des histoires complexes, des absences, des réconciliations fragiles, chaque silence pèse autant que les mots. À mesure que la bataille successorale fait rage, une autre vérité se dessine. Celle d'une femme prise entre loyauté et survie émotionnelle, entre devoir de mémoire et besoin de se défendre. Annouchka Delon n'est plus seulement l'héritière d'un nom prestigieux. Elle devient le miroir d'une fracture familiale profonde, révélant des blessures longtemps enfouies, des crises jamais résolues et une solitude que même la célébrité ne parvient pas à combler. Et si cette guerre n'était pas seulement celle d'un héritage, mais celle d'un amour filial brisé, cherchant encore, dans le fracas des mots et des procédures, un apaisement qui tarde à venir. Et pour comprendre l'intensité de cette déchirure familiale, il faut remonter à la source, à l'homme autour duquel tout gravite encore, Alain Delon lui-même. Car derrière l'icône éternelle du cinéma français, derrière le visage parfait, le regard d'acier et la silhouette mythique, se cache une figure autrement plus complexe, plus troublante, parfois dérangeante. Une légende. Oui, mais une légende profondément controversée, dont l'ombre continue de peser lourdement sur ceux qui portent son nom. Alain Delon n'a jamais été un héros lisse. Il était le prototype même de la star à la face sombre, assumée, revendiquée. Très tôt, il a cultivé une image de dureté, presque de brutalité, comme si la violence faisait partie intégrante de son identité. Il ne cherchait pas à plaire à tout le monde, il l'a souvent répété. Ses prises de position, tranchées, parfois provocatrices, l'ont régulièrement placé à contre-courant de l'époque. Là où d'autres choisissaient le silence ou la nuance, lui préférait l'affirmation frontale, quitte à choquer, à diviser, à scandaliser. Mais cette dureté ne se limitait pas aux mots ou aux idées. Avec le temps, des témoignages ont émergé, fissurant un peu plus le mythe. La question de sa violence envers les femmes, longtemps murmurée, a fini par s'imposer dans l'espace public. Sa dernière compagne, Hiromi Rollin, est devenue malgré elle le symbole de cette part sombre. Les révélations de son fils cadet, Alain Fabien, ont glacé l'opinion. Le nombre de fois où il a foutu sur la gueule d'Hiromi, je ne saurais les compter. Une phrase brutale, presque insoutenable, qui fait tomber le masque du grand acteur pour révéler un homme emporté par ses démons, incapable parfois de contenir sa colère. Pour Annouchka Delon, ces révélations ont été un séisme intime. Comment aimer un père admiré de tous, tout en faisant face à des accusations aussi lourdes? Comment protéger une légende sans nier la souffrance de ceux qui l'ont entouré? C'est là que se joue une fracture essentielle. Là où Alain Fabien choisit de dire, de dénoncer, de briser le silence, Annouchka semble chercher une autre voie, plus douloureuse encore, celle de la préservation, du silence maîtrisé, de la complexité assumée. Non pas pour excuser, mais pour empêcher que tout ne soit réduit à une seule vérité, à un seul récit. À cette violence intime s'ajoute une autre zone de controverse, plus politique, mais tout aussi révélatrice de l'homme qu'était Alain Delon. Son amitié de plus de 30 ans avec Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, devenu aujourd'hui le Rassemblement National, a longtemps suscité malaise et incompréhension. Alain Delon ne s'en est jamais caché. « Je n'ai jamais renié mes amis », déclarait-il avec fermeté. Une phrase qui résume à elle seule sa vision du monde. La loyauté avant tout, quitte à heurter, à diviser, à rester seul, contre tous. Cette amitié s'est construite sur un socle particulier, celui des souvenirs de guerre. L'Indochine pour Alain Delon, l'Algérie pour Jean-Marie Le Pen. Deux trajectoires marquées par la violence, la perte, la confrontation avec la mort. Deux hommes forgés par des expériences extrêmes, qui ont nourri chez eux une vision dure, parfois cynique, du monde et des rapports humains. Pour Alain Delon, ces années ont laissé une empreinte indélébile. Elles ont façonné son rapport à l'autorité, à la virilité, au pouvoir, mais aussi à la domination. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la figure du père est si écrasante pour ses enfants. Alain Delon n'était pas seulement un père aimant ou distant. Il était un mythe vivant, une autorité absolue, un homme dont la parole et les choix semblaient incontestables. Grandir sous ce regard, c'était apprendre très tôt à se positionner, se soumettre, s'opposer ou tenter de composer. Annouchka, souvent décrite comme la plus proche, la plus protectrice, a grandi dans cette tension permanente entre admiration et crainte, entre amour et lucidité. Lorsque le patriarche disparaît, ce n'est donc pas seulement une succession matérielle qui s'ouvre, mais une succession symbolique, presque psychologique. Qui a le droit de parler? Qui peut raconter Alain Delon sans le trahir?
Qui peut dénoncer sans détruire? Qui peut protéger sans mentir? Ces questions traversent chaque prise de parole, chaque silence, chaque procédure judiciaire. Et Annouchka se retrouve, malgré elle, au centre de ce champ de mine. Son choix de défendre le droit moral de son père prend alors une autre dimension. Il ne s'agit pas uniquement de contrôler une image publique, mais de tenter de maintenir un équilibre fragile entre vérité et mémoire. Elle sait que le public français, notamment ceux de plus de 45 ans, a grandi avec Alain Delon, comme repère, comme comme figure, quasi paternelle du cinéma. Détruire totalement ce mythe, c'est aussi blesser des millions de spectateurs, des hommes et des femmes, qui ont aimé, admiré, parfois idéalisé cet acteur hors norme. Mais ce choix a un prix, celui de l'incompréhension, celui de la solitude, celui d'être perçu comme celle qui protège l'indéfendable, même si la réalité est infiniment plus nuancée. À mesure que la polémique enfle, Annouchka Delon semble enfermée dans un rôle impossible, tiraillée entre la fidélité à son père et la nécessité de faire face aux vérités dérangeantes qui émergent. Chaque décision devient un dilemme moral, chaque mot un risque. Ainsi, la bataille successorale ne peut être dissociée de l'héritage émotionnel laissé par Alain Delon, un héritage fait de gloire et de fractures, de chefs-d'œuvre et de zones d'ombre, de fidélité indéfectible et de violence tue trop longtemps. En cherchant à comprendre la guerre qui oppose aujourd'hui Annouchka et Alain Fabien, c'est finalement à cette question que l'on revient sans cesse. Comment hériter d'une légende sans hériter de ses démons? Et surtout, jusqu'où peut-on aller pour protéger un père quand sa vérité dérange autant qu'elle fascine? Et à ce stade du récit, une autre voix s'invite, plus froide en apparence, mais tout aussi déterminante, celle des journalistes. Car lorsqu'un monument disparaît, le silence ne dure jamais longtemps. Très vite, les enquêtes commencent, les documents ressurgissent, les chiffres s'imposent. Et dans le cas de Delon, l'héritage ne tarde pas à devenir le cœur incandescent de toutes les tensions. Ce que beaucoup pressentaient sans oser le formuler, clairement finit par être exposé au grand jour, presque chirurgicalement, par ceux dont le métier est justement d'éclairer les zones d'ombre. Il est presque banal de le dire, et pourtant toujours douloureux de le vivre. À la mort d'un être, quel qu'il soit, la question de l'héritage s'invite immanquablement. Même lorsque l'amour a existé, même lorsque les liens semblaient solides. Chez les Delon, cette mécanique prend une dimension décuplée, tant l'homme, la légende et la fortune s'entremêlent. En 2025, l'apparition d'un deuxième testament agit comme une déflagration. Un document inattendu, presque irréel, qui bouleverse l'équilibre, déjà fragile, entre Anthony, Annouchka et Alain Fabien. 3 enfants, 3 trajectoires, 3 sensibilités, mais aussi 3 tempéraments puissants, forgés dans l'ombre d'un père hors norme. Ce nouveau testament, lourd de symboles, place Annouchka Delon au centre du jeu. Elle devient l'héritière principale du magot familial. Une position qui, loin de la rassurer, l'expose davantage encore. Car être désigné, c'est aussi être désigné responsable. Responsable des choix passés du père, responsable des blessures des frères, responsable, presque malgré elle, de la cohésion ou de l'éclatement définitif du clan. Pour les observateurs, cette décision testamentaire ne tombe pas du ciel. Elle semble confirmer un lien particulier, une proximité singulière entre Alain Delon et sa fille. Mais pour Annouchka, cette reconnaissance prend la forme d'un fardeau plus que d'un privilège. C'est dans ce contexte explosif que 2 journalistes, Laurence Piot et François Vignol, publient Les derniers jours du samouraï. Un titre déjà chargé de sens, évoquant à la fois l'honneur, la solitude et la fin d'un guerrier. Leur enquête ne se contente pas de retracer les derniers moments de l'acteur. Elle met des chiffres sur ce que beaucoup n'osaient qu'imaginer. Au micro de RTL, en mai, ils avancent un montant qui glace autant qu'il fascine, 50 millions d'euros. Une somme vertigineuse, presque abstraite, qui agit comme un révélateur brutal. À partir de là, il n'est plus seulement question de mémoire ou de droit moral, mais d'un patrimoine colossal, capable de fracturer irrémédiablement une fratrie. Pour Annouchka Delon, cette médiatisation de l'héritage est une nouvelle épreuve. Elle, qui dénonçait déjà le déballage impudique, se retrouve confrontée à une exposition chiffrée, précise, implacable. Chaque euro devient un argument, chaque ligne un motif de suspicion.
Aux yeux de certains, elle est désormais celle qui a tout. Aux yeux d'autres, celle qui a été choisie. Mais rares sont ceux qui perçoivent ce que cette position implique intérieurement. Une pression constante, une culpabilité sourde, et cette question lancinante, presque philosophique, qui la hante sans doute en silence. Qu'est-ce que recevoir, quand recevoir, signifie perdre une part de ses frères. Pourtant, à mesure que les révélations s'accumulent, quelque chose semble évoluer chez Annouchka. Une forme de bascule intérieure, lente, presque imperceptible. Là où la colère et la défense dominaient autrefois, on perçoit désormais une tentative de mise à distance, comme si le temps du combat brut laissait place à celui de la réflexion. Peut-être est-ce l'effet du deuil qui mûrit, peut-être celui de l'épuisement, ou peut-être, plus profondément, la conscience que cette guerre n'offre aucun vainqueur véritable. Dans l'ombre du tumulte médiatique, Annouchka paraît amorcer un chemin plus intime, presque spirituel, celui de l'acceptation. Accepter que son père ait été un homme aux multiples visages. Accepter que ses frères portent, eux aussi, leur part de douleur et de colère. Accepter enfin que l'héritage matériel, aussi colossal soit-il, ne comblera jamais le vide laissé par l'absence. Cette prise de conscience ne se fait pas en un jour. Elle se construit dans le silence, dans la solitude, loin des plateaux et des réseaux sociaux. Certains proches évoquent une femme en quête de sens, cherchant à transformer ce legs encombrant en quelque chose de plus apaisé, presque réparateur. Non pas effacer les conflits, mais tenter de les dépasser. Non pas nier les fractures, mais leur donner une autre lecture. Dans cette perspective, l'héritage ne serait plus seulement une somme d'argent ou des parts de société, mais une responsabilité morale. Celle de faire survivre ce qu'il y avait de plus noble dans l'œuvre et le parcours d'Alain Delon, sans reproduire les schémas destructeurs qui ont marqué sa vie privée. Cette posture, plus philosophique, plus humaniste, isole Annouchka autant qu'elle la transforme. Elle la place à distance des logiques purement juridiques ou financières, sans pour autant les ignorer. Elle semble comprendre que la réconciliation, si elle doit advenir un jour, ne viendra ni d'un jugement, ni d'un testament, ni même d'un livre d'enquête, aussi rigoureux soit-il. Elle viendra peut-être d'un regard différent, posé sur le passé, d'une capacité à reconnaître les blessures de chacun, sans chercher à les hiérarchiser. Yatasha. Ainsi, à travers le prisme des journalistes, des chiffres et des documents, se dessine en filigrane une autre histoire, plus silencieuse. Celle d'une femme qui, au cœur du chaos, tente une forme de renaissance. Une renaissance faite de lucidité, de renoncement et d'une sagesse acquise dans la douleur. Car au fond, l'héritage d'Alain Delon n'est pas seulement matériel. Il est aussi émotionnel, symbolique, existentiel. Et Annouchka Delon semble peu à peu comprendre que l'enjeu ultime n'est peut-être pas de posséder, mais de transmettre autrement, sans haine, sans vengeance, et avec cette fragile espérance d'une paix possible entre les vivants. Et dans cette lente métamorphose intérieure, Annouchka Delon semble avancer sur une ligne de crête, fragile, instable, mais profondément humaine. Plus les chiffres circulent, plus les polémiques s'enveniment, plus elle paraît se détacher de la fureur ambiante, comme si l'essentiel se jouait désormais ailleurs. Non plus dans les colonnes des journaux, ni dans les décisions notariales, mais dans un rapport intime au temps, à la mémoire et à la responsabilité. Car hériter d'un tel nom, d'un tel homme, c'est aussi hériter de ses contradictions, de ses silences, de ses blessures jamais refermées. À mesure que les journalistes dissèquent les derniers jours du samouraï, Annouchka prend conscience d'une vérité plus cruelle encore. Aucun récit extérieur, aussi documenté soit-il, ne pourra jamais restituer la complexité d'un père et d'une famille. Les livres passent, les chiffres frappent. L'opinion juge, puis se lasse. Mais pour elle, le combat continue, à huis clos, dans cet espace intérieur où cohabitent l'amour filial, la colère rentrée et une immense fatigue morale. Une fatigue qui ne vient pas seulement du conflit, mais du sentiment d'être devenue, malgré elle, la gardienne d'un héritage trop lourd pour une seule personne. Dans ce tumulte, une question semble la hanter. Que faire de cet héritage pour ne pas en être prisonnière? Car posséder n'a jamais signifié vivre. Et Annouchka le sait. Elle a vu son père entouré de gloire, et pourtant terriblement seule. Elle a vu la célébrité protéger autant qu'elle enferme.
Elle a vu l'argent réparer certaines blessures tout en creusant d'autres. Cette lucidité, acquise trop tôt, l'amène aujourd'hui à envisager une autre voie, plus apaisée, presque philosophique. Une voie où l'héritage ne serait plus un champ de bataille, mais un outil de transmission, voire de réconciliation. Peut-on réparer ce qui a été brisé pendant des décennies ? Rien n'est moins sûr. Mais Anouchka semble comprendre que la première paix à conquérir est la sienne. Accepter que ses frères ne vivent pas le deuil de la même manière. Accepter que la douleur prenne parfois la forme de la colère, de la provocation, de la judiciarisation. Accepter aussi que son silence passé ait pu être interprété comme une trahison ou une prise de pouvoir. Cette acceptation n'efface rien, mais elle transforme le regard. Elle ouvre un espace où le dialogue, même lointain, même différé, reste possible. Dans cette optique, l'héritage financier, aussi colossal soit-il, apparaît presque dérisoire face à l'enjeu humain. 50 millions d'euros ne suffiront jamais à racheter une enfance fragmentée, des mots non dits, des gestes trop brusques ou des absences prolongées. Anouchka semble le savoir, mieux que quiconque, et c'est peut-être là que se joue sa véritable évolution. Dans cette capacité à regarder l'héritage non comme une victoire, mais comme une épreuve à traverser avec dignité. À cet instant précis de l'histoire, alors que les projecteurs sont braqués sur les documents, les procédures et les révélations, quelque chose d'invisible est en train de se construire. Une posture nouvelle, moins défensive, moins frontale. Comme si, après la tempête, venait le temps d'un silence habité, porteur de sens. Un silence qui ne nie pas les conflits, mais qui refuse qu'ils définissent toute une existence. Et tandis que le nom « Delon » continue de résonner dans les médias, Anouchka avance lentement, avec cette conscience aiguë que la véritable transmission ne se mesure ni en parts, ni en millions, ni en droits moraux. Elle se mesure dans la manière dont on choisit de transformer la douleur en lucidité, la colère en compréhension et l'héritage en responsabilité. Reste à savoir si ce chemin intérieur, aussi exigeant soit-il, pourra un jour rencontrer celui de ses frères. Ou si chacun devra, à sa manière, apprendre à vivre avec les ruines et les souvenirs laissés par un géant aux multiples visages. Et puis, doucement, le tumulte retombe. Les voix se font moins stridentes, les titres moins tranchants. Il reste alors ce silence particulier, celui qui suit les grandes secousses, quand chacun est contraint de se retrouver face à lui-même. Dans l'histoire des Delon, ce silence n'est pas vide. Il est chargé de souvenirs, de regrets, de questions sans réponse. Il porte le poids d'un nom immense, mais aussi celui d'une famille qui, comme tant d'autres, a aimé maladroitement, souffert intensément et parfois trop longtemps en silence. Peut-être faut-il accepter que certaines histoires ne connaissent jamais de résolution parfaite, que certaines blessures ne se referment pas complètement, mais apprennent à coexister avec le temps. L'héritage d'Alain Delon, au fond, ne se résume ni à une somme vertigineuse ni à une bataille judiciaire. Il est fait de lumière et d'ombre, de chefs-d'œuvre et de fractures, d'amour profond et de violence contenue. Il est le reflet d'une époque, d'un homme et d'une génération marquée par des codes que le monde d'aujourd'hui interroge, parfois rejette, parfois comprend avec distance. Dans ce paysage complexe, Anouchka Delon apparaît moins comme une héritière toute puissante que comme une femme en chemin. Une femme confrontée à l'impossible mission de tenir ensemble la mémoire d'un père, la douleur d'une fratrie et le regard d'un public qui projette sur elle ses attentes, ses jugements, ses fantasmes. Son parcours, fait de résistance puis d'introspection, nous rappelle une vérité simple et universelle. Hériter, ce n'est jamais seulement recevoir. C'est aussi porter, transformer et parfois renoncer. Car il n'existe pas de mode d'emploi pour faire face à la disparition d'un père aussi écrasant. Chacun réagit avec ses armes, ses failles, ses silences. Certains parlent trop, d'autres se taisent trop longtemps. Certains attaquent pour ne pas s'effondrer, d'autres protègent pour ne pas perdre ce qui reste. Et dans ce chaos émotionnel, il n'y a ni bon ni méchant, absolu. Seulement des êtres humains aux prises avec une douleur qui les dépasse. Peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse de cette histoire. Derrière les noms célèbres, les fortunes colossales et les polémiques médiatiques, se cache une réalité que chacun peut reconnaître. La famille est un territoire fragile. Un lieu où l'amour peut côtoyer la colère, où la loyauté peut se transformer en conflit, où le passé pèse parfois plus lourd que l'avenir.
Les Delon, malgré leur aura exceptionnelle, ne font pas exception à cette règle. Ils en sont, au contraire, une illustration tragiquement humaine. Avec le temps, peut-être viendra une forme d'apaisement. Peut-être pas. Mais ce qui demeure, c'est la possibilité d'un regard plus nuancé, plus compatissant. Un regard qui accepte la complexité sans chercher à la réduire à un slogan ou à un verdict définitif. Un regard qui comprend que la vérité n'est jamais unique, mais fragmentée, vécue différemment par chacun de ceux qui la portent. En refermant ce chapitre, il reste cette question intime, presque silencieuse. Que ferions-nous, nous, face à un tel héritage? Comment aimer sans idéaliser? Comment dénoncer sans détruire? Comment se souvenir sans se perdre dans la rancœur? L'histoire d'Anouchka, d'Alain Fabien et d'Anthony Delon nous renvoie à nos propres familles, à nos propres non-dits, à cette part de nous qui cherche encore la paix. Si ce récit vous a touché, interrogé ou simplement accompagné quelques instants, prenez un moment pour partager votre ressenti. Vos commentaires enrichissent toujours la réflexion collective. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces histoires humaines, complexes et profondément sensibles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque récit est une invitation à regarder autrement, avec plus de nuances, plus de profondeur et peut-être un peu plus de bienveillance.